Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de choisir Digital Congo pour ce nouveau numéro de votre émission Entretien. Nous avons aujourd'hui pour vous sur ces plateaux, messieurs Blaise Dibaya. Il est internationaliste avec qui on va échanger sur la situation actuelle au pays, la situation des migrants expulsés par les États-Unis qui sont, vous le savez, ici au pays depuis une semaine déjà, depuis le vendredi de la semaine dernière, avec qui on va échanger sur toutes les questions qui taraudent les esprits, les questions d'ordre institutionnel, de questions d'ordre organisationnel. Et avec lui, on va trouver des réponses par rapport à nos questions. Bonjour, monsieur Blaise. Bonjour, madame. C'est un réel plaisir de vous avoir ici sur ces plateaux. Bon, également, c'est un réel plaisir pour moi et je vous en remercie. Merci beaucoup. Et puisque vous êtes internationaliste, nous pensons vraiment que vous avez un peu plus de maîtrise par rapport à ce dossier que le commun des mortels. C'est vrai que vous n'êtes pas du gouvernement, vous n'êtes pas un de ministre, mais vous, par rapport au droit international, vous en savez un peu plus. Est-ce que la procédure est légale que la RDC reçoive un lot d'abord de 15 et on entend dire que d'autres viendront? Est-ce que la procédure d'abord est légale que la RDC soit le pays qui reçoit les migrants expulsés par un autre pays? Oui, merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir accordé la parole. Je crois que cette décision portant relocalisation temporaire des migrants des États-Unis d'Amérique vers la République démocratique du Congo mérite d'être abordée sous deux approches. Donc, premièrement, nous avons une approche normative ou une approche idéaliste. Et deuxièmement, nous avons une approche dite réaliste. Et dans son approche idéaliste ou normative, qui veut que les relations internationales soient basées sur le respect du droit international, sur le respect des droits de l'homme, sur la coexistence pacifique des États, l'égalité souveraine des États, nous pouvons dire que cette décision viole certains instruments juridiques internationaux, tels que la Convention de Genève de 1961 sur le statut des réfugiés et son protocole de 1967. Il y a également la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et on peut encore y ajouter la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine de 1969 sur les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique. Et tous ces instruments juridiques internationaux garantissent les droits d'asile. C'est-à-dire que toute personne craignant la persécution, la violence ou les conflits peut trouver refuge dans un État. C'est-à-dire c'est un droit fondamental, un droit inaliénable à tout être humain. Et il y a également le principe de non-refoulement qui veut qu'une personne ne puisse être refoulée, expulsée vers un pays ou vers un territoire où sa vie, sa liberté ou sa sécurité pourrait être menacée. Et dans ces cas-là, il ne s'agit pas simplement de l'état d'origine, c'est-à-dire que de n'importe quel état qui paraît douteux, ou un état peu sûr, un état confronté à l'insécurité, à la criminalité, à des enlèvements et autres. Et il y a également le principe de protection pénale qui veut que les demandeurs d'asile ne soient pas punis pour leur entrée illégale sur le territoire d'un État. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les droits matériels, c'est-à-dire que tout demandeur d'asile a droit à une assistance financière et matérielle, tels que les droits au logement, les droits à la santé, les droits à l'éducation. Et ce sont là les principes clés de la protection internationale. Et au regard de ces principes, nous pouvons dire que cette décision viole les instruments juridiques internationaux. Et maintenant, dans son approche réaliste, là, il s'agit en fait du réalisme politique, une approche pragmatique, c'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique, constatant que cette pression migratoire
constitue une menace d'abord pour la sécurité intérieure, parce que parmi ces personnes, il y a certains qui ont des antécédents judiciaires et d'autres qui sont accusés d'appartenance à la criminalité organisée, à des acteurs illégaux des relations internationales tels que la contrebande et autres, et ont estimé qu'il était nécessaire pour leur intérêt national de pouvoir les expulser. Et il y a aussi une pression économique, une pression démographique, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des demandes en logement, en santé, en éducation et autres. Ça devient en fait une charge pour les États-Unis, mais aussi il y a une pression politique, c'est-à-dire qu'il y a eu des promesses qui ont été faites aux électeurs qui étaient contre en fait, ces flux migratoires et qu'il fallait absolument satisfaire. Ce sont des vieilles démocraties et dans le but de répondre positivement aux attentes des électeurs, mais aussi c'est une façon de décourager en fait, tous les migrants qui ont tendance à aller vers les États-Unis. Et partant de cette approche réaliste, dite pragmatique, et du réalisme politique, c'est-à-dire que ces décisions vont à renforcer en fait, l'intérêt national américain. Il défend en fait l'intérêt national américain parce que le gouvernement américain estime que là, il s'agit d'une menace ou d'une insécurité pour les États-Unis d'Amérique. Ok. Et par rapport à tout ce que vous venez de dire, comment est-ce que la procédure doit-elle se passer? Oui, en fait, en principe, par exemple, lorsque nous voyons que, comme j'ai cité tous ces instruments juridiques internationaux, ça dit qu'il est un droit fondamental pour les citoyens. Tout citoyen de se réfugier vers un pays, lorsque sa sécurité, sa vie ou ses libertés sont menacées. Mais maintenant que ces flux migratoires, cette pression migratoire devient une charge pour les États-Unis d'Amérique, qui estiment qu'il serait mieux de s'occuper de ses propres besoins et de ses propres priorités que de s'occuper de ces pressions migratoires, a décidé de pouvoir les relocaliser vers certains pays, et notamment la République démocratique du Congo. Donc, dans ces cas-là, nous ne pouvons pas condamner les États-Unis d'Amérique parce que là, il s'agit d'un durcissement des politiques d'immigration américaines. Ça, c'est leur politique intérieure. Donc, on ne peut pas, en fait, de toute façon, leur en vouloir par rapport à ça. Okay. Oui, là, c'est du côté des États-Unis et on ne peut pas les en vouloir, comme vous aviez dit. Oui. Ils ont le plein droit d'accepter ou de refuser de l'asile, comme vous l'avez si bien dit. Et pour le compte de la RDC, est-ce que la RDC était le seul pays probablement accueillant pour ces migrants expulsés? Parce que si on voit bien la carte, des États-Unis à la RDC, il y a beaucoup d'autres pays bien au milieu. Pourquoi la RDC se montre-t-elle un peu plus favorable par rapport à d'autres pays? Oui, en fait, il n'y a pas que la RDC qui a signé cet accord migratoire. Vous avez par exemple, il y a les Ghana, il y a le Cameroun, il y a les îles Palaos, il y a même la République dominicaine, il y a le Soudan du Sud, il y a même les royaumes Eswatini. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs pays qui ont signé ces accords migratoires avec les États-Unis d'Amérique. Mais du moins pour le cas de la République démocratique du Congo, et vous savez qu'en fait la République démocratique du Congo est en partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Et ces partenariats stratégiques qui accordent un accès privilégié aux ressources naturelles de la République démocratique du Congo aux entreprises américaines en contrepartie d'une garantie sécuritaire et des investissements massifs dans plusieurs secteurs, dans les infrastructures minières, dans les transports, dans les nouvelles technologies, dans l'énergie hydroélectrique avec les projets de développement du projet Grand Inga, même la modernisation du corridor Sakanya à Lobito. C'est-à-dire que c'est un projet important et avec un investissement massif. Alors, au regard de ces partenariats stratégiques,
vous verrez que les États-Unis d'Amérique sont pratiquement derrière toutes les initiatives ou tous les processus visant la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Donc, en partant de l'accord de Nairobi, sur l'initiative de la communauté de l'Afrique de l'Est qui visait l'éradication des groupes armés locaux et étrangers opérant en République démocratique du Congo, sous la médiation de l'ancien président Kenya, Uhuru Kenyatta, jusqu'à son successeur William Ruto, en passant par les processus de Luanda, sur l'initiative de l'Union africaine et sous la médiation du président angolais João Lourenço, qui visait la désescalade des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi cet accord cadré de Doha signé entre les gouvernements congolais et les groupes rebelles AFC M23 sur le respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo, mais aussi la restauration de l'autorité de l'État, jusqu'à l'accord de Washington signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur la neutralisation des groupes armés opérant à l'Est, vous verrez que les États-Unis d'Amérique sont pratiquement derrière toutes ces initiatives de paix. Et ils sont en fait un partenaire stratégique pour la République démocratique du Congo. Et de ce fait, la République démocratique du Congo ne pouvait que réagir positivement à cette demande américaine. C'est ainsi que vous avez vu que le gouvernement du Congo a accepté de recevoir ces migrants qui sont pour une relocalisation temporaire, c'est-à-dire qui ne sera pas durable. Et après, ces migrants pourront retourner dans leur pays respectifs. Et vous avez parlé des États-Unis qui est derrière la RDC. Je me dis, est-ce que c'est en contrepartie de tout ce que les États-Unis ont fait pour la RDC que le pays a décidé, ou est-ce que la décision devrait émaner du Parlement peut-être? La décision devrait émaner de qui? Du Parlement, ou du gouvernement, de la présidence ou de la personne du chef de l'État? Parce que, en contrepartie, est-ce que le fait que les États-Unis soient derrière tout le processus que vous venez de citer lui donne le droit de demander et de toujours recevoir un oui de la part de la RDC? Oui, madame, je crois que selon la Constitution de la République démocratique du Congo, elle accorde au président de la République les pouvoirs de négocier les accords et de pouvoir les signer. Alors, mais pour des matières sensibles, exactement, le président de la République peut recourir ou consulter les parlements. Mais je vous ai dit tantôt ici qu'il s'agit du réalisme politique. Le contexte n'est pas aussi que n'importe quel contexte. Parce que vous savez que, madame, le président américain, Donald Trump, s'est toujours illustré dans une diplomatie qu'on appelle transactionnelle. C'est-à-dire une diplomatie gagnant-gagnant. Et pour le président américain, en fait, il vise un gain concret, un échange direct. C'est-à-dire que toute concession, qu'elle soit politique, économique, militaire ou diplomatique, doit être compensée. Vous comprenez? Donc là, en fait, il s'agit donc de toute assistance doit générer un retour direct des États-Unis. C'est ça, en fait, la diplomatie transactionnelle. Et la République démocratique du Congo doit nécessairement... Mais justement, je vous ai dit que ces partenariats stratégiques permettront à la République démocratique du Congo de pouvoir bénéficier d'un soutien politique, d'un soutien économique, d'un soutien diplomatique de la part des États-Unis d'Amérique. D'abord, il y a ces partenariats stratégiques que nous devons protéger. Parce que vous savez que, madame, c'est un investissement massif qui comprend plusieurs milliards de dollars et plusieurs secteurs dont j'ai eu à vous en citer quelques-uns ici. C'est-à-dire que nous assisterons à un transfert des technologies et des compétences, et à la réduction des chômages, mais aussi à l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire que c'est un portement massif que nous devons protéger. Pendant que en fait, cette relocalisation n'est que temporaire, d'un moment à l'autre, ces migrants finiront par partir. Et madame, vous savez que dans les relations internationales, chaque État exerce une influence proportionnelle à son rang. C'est-à-dire qu'il y a asymétrie des puissances.
C'est ainsi que vous verrez qu'il existe une hiérarchie de puissances dans les relations internationales. Nous avons par exemple les hyperpuissances, nous avons les superpuissances, nous avons des grandes puissances, nous avons des puissances moyennes et des puissances faibles. Et toutes ces puissances sont regroupées en deux grandes catégories. Nous avons ce qu'on appelle les puissances dominantes et les puissances dominées. Et dans la relation ou dans les rapports qui existent entre une puissance dominante et une puissance dominée, il y a un schéma. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'une puissance dominante fait une demande auprès d'une puissance dominée, il envoie des signes, des messages qui sont en fait des communications pour que la puissance dominée réagisse conformément aux attentes de la puissance dominante. Et lorsque la puissance dominée ne réagit pas positivement aux attentes de la puissance dominante, parce que dans cette demande-là, la puissance dominante attend soit une action ou une attitude, ou encore une inaction ou une abstention. Et s'il y a échec de réponse, la puissance dominante peut décider de recourir à la diplomatie coercitive sous forme de pression et pour contraindre la puissance dominée à répondre positivement aux attentes de la puissance dominante. Et s'il y a toujours échec, la puissance dominante peut maintenant décider de recourir soit à la subversion, soit à des sanctions qui peuvent être politiques, qui peuvent être économiques et qui peuvent être diplomatiques, voire même à l'isolement diplomatique. Et même au cas les plus extrêmes, la puissance dominante peut même décider d'une intervention militaire. Et dans ces cas-là, la puissance dominée n'a que 4 options stratégiques. La première option, c'est l'option de l'obéissance ou de la soumission, ou encore de l'alignement. Et la deuxième option, c'est l'option de la désobéissance ou de la résistance. La troisième option, c'est l'option du débordement du comportement, qui est en fait une docilité excessive. Et la quatrième option, c'est l'option de la radicalisation du comportement. Donc, et dans les cas d'espèce, madame, les choix de la République démocratique du Congo. Et dans quel contexte? C'est les choix appropriés. C'est les choix de l'obéissance ou de la soumission, ou encore les choix de l'alignement. Donc le Congo ne pouvait que s'adapter à la position américaine ou adopter la position américaine. Connaissant un pays dévasté par une guerre de plus de 3 décennies, un pays confronté à des guerres multiformes, ne pouvait que choisir la première option afin de bénéficier d'un soutien qui peut être politique, diplomatique ou économique de la part des États-Unis d'Amérique. Parce que la deuxième option, qui est celle de la désobéissance ou de la résistance, c'est-à-dire que s'exposer les pays à des sanctions, je crois que pour l'heure actuelle, le Congo n'en a pas besoin. Et même la quatrième option, qui est celle de la radicalisation du comportement, est une option très dangereuse. Parce que vous avez vu ce que nous voyons actuellement en Iran, par exemple, ou au Venezuela, avec l'enlèvement du président Maduro, c'est le résultat de la quatrième option, qui est l'option de la radicalisation du comportement. Et là, généralement, cela conduit à une intervention militaire. Et à l'heure actuelle, je ne vois pas la République démocratique du Congo s'inscrire dans cette option-là. Je crois que l'option idéale était la première option, et celle de s'aligner et adopter la position américaine afin de garder ces partenariats stratégiques avec les États-Unis d'Amérique. C'est en fait ce qu'on appelle l'équilibre de puissance dans les relations internationales, où les puissances faibles ou les puissances dominées s'allient derrière des grandes puissances pour pouvoir bénéficier d'une protection, d'un soutien ou d'une assistance. Et dans les contextes actuels... Vous ne pensez pas que cet équilibre dans le droit international, ça ne vient pas enfreindre un peu la souveraineté du pays? Parce qu'en vous entendre parler, c'est comme si la RDC n'avait que le oui à donner. On dirait que la RDC n'est pas souverain dans ses décisions. Puisque c'est les États-Unis, puisque c'est la grande puissance, puisque nous avons besoin d'eux, nous ne pouvons que dire oui. Oui, mais ici, nous sommes dans une approche dite réaliste. Ici, il s'agit du pragmatisme et du réalisme politique. Ici, ce sont les intérêts qui priment, c'est la notion de puissance qui prime, c'est la suprématie qui prime, c'est les rapports de force qui priment.
Et ici, nous ne sommes pas dans une approche normative ou idéaliste qui se base sur le respect du droit international. Nous sommes dans une approche réaliste. Et c'est comme ça que fonctionne cette approche réaliste. Et je vous ai décrit ici les schémas. Donc, la République démocratique du Congo ne peut pas évoluer en dehors de ces schémas. Nous sommes dans une relation entre une puissance dominante et une puissance dominée. Et je vous ai décrit ici les différentes options auxquelles la puissance dominée est appelée à se livrer. Au fait, la seule réponse, par exemple, à ce schéma, c'est que la République démocratique du Congo doit fournir des efforts pour changer de classification. C'est-à-dire que pour sortir de cette catégorie des puissances dominées et devenir une puissance dominante. Et aussi longtemps que les Congos, comme d'autres pays africains, seront des puissances dominées, ils seront soumis à ces schémas. C'est une obligation en fait. Vous n'avez pas d'autre choix. N'importe qui peut être président de la République démocratique du Congo, dans ces contextes, va se soumettre à ces schémas des rapports de puissance. Peut-être que plus tard, les jours où le Congo sera une puissance dominante, ou une grande puissance, ou une hyperpuissance, c'est à ce moment-là que le Congo pourra faire entendre sa voix dans les relations internationales ou imposer sa volonté dans les relations internationales de manière indépendante ou souveraine. En tant qu'internationaliste, donc, vous rejoignez un peu l'idée qui circule dans l'opinion disant que les États-Unis se servent de la RDC comme étant un dépotoir humain. Non, ce n'est pas un dépotoir humain. Ici, nous sommes en face, je vous ai décrit ici, des deux puissances. Nous avons une puissance dominante et une puissance dominée qui sont en partenariat stratégique. Et je veux dire que c'est une diplomatie transactionnelle. C'est-à-dire qu'ici, toute action doit entraîner une réaction. Maintenant, il appartient à la République démocratique du Congo de tirer aussi profit de cette diplomatie transactionnelle en étalant ses exigences, en étalant ses obligations, pour pouvoir tirer aussi profit de ces partenariats stratégiques. Comme il y a plusieurs secteurs qui sont concernés, par exemple en matière de sécurité, les États-Unis d'Amérique, via ces partenariats, se sont engagés à restructurer par exemple nos forces armées et la police nationale, mais aussi à renforcer leurs capacités opérationnelles. C'est déjà un avantage pour la République. Les États-Unis s'engagent par exemple à investir dans plusieurs secteurs. C'est déjà un avantage pour la République démocratique du Congo. Donc, nous devons simplement parvenir à tirer profit de ces partenariats stratégiques. C'est-à-dire, c'est ça en fait le réalisme. Nous devons sortir de ces discours indépendantistes ou souverainistes parce que nous devons situer la relation telle qu'elle se présente. Nous devons présenter les faits tels qu'ils se présentent au lieu de se réfugier derrière les discours indépendantistes ou souverains. Surtout que cette relocalisation, nous l'avons appris qu'elle est temporaire. Donc, elle ne sera pas durable dans le temps, elle ne sera pas permanente. Donc, d'un moment à l'autre, en fait, nous avons le choix entre collaborer ou être en partenariat avec les États-Unis d'Amérique et qui pourront nous aider à restaurer la paix en République démocratique du Congo, ou encore refuser ces partenariats stratégiques et continuer à vivre cette guerre que nous connaissons déjà depuis plus de 3 décennies. Et parce que, madame, vous savez que par rapport à cette situation, depuis toujours, les États-Unis d'Amérique avaient été taxés de laxistes dans la gestion de la crise en République démocratique du Congo. Mais depuis un certain temps, nous assistons quand même à des avancées qui sont significatives. Il y a par exemple des sanctions américaines qui ont été prises contre l'armée rwandaise et certains officiers généraux de l'armée rwandaise pour leur rôle dans cette crise en République démocratique du Congo. C'est déjà une avancée significative. Et parce que vous verrez que ces sanctions-là désignent formellement l'armée rwandaise au même titre qu'une organisation criminelle. Donc il s'agit là, par exemple, d'un coût réputationnel important, parce que le Rwanda, par exemple, qui a toujours construit sa réputation ou sa légitimité sur les génocides de 1984, a toujours été considéré comme un partenaire fiable pour les Occidentaux. Et le fait d'être désigné
et comme organisation criminelle, l'armée rwandaise, c'est déjà une avancée. Et surtout que ces sanctions-là visent à bloquer les circuits financiers et les transactions internationales de l'armée rwandaise. Parce qu'elles interdisent donc tout contrat de fourniture d'équipements, de livraison de services, d'assistance technique ou de coopération sécuritaire. Donc c'est déjà un pas important sur le plan diplomatique. Okay. C'est un revirement spectaculaire. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ont soutenu la position tant défendue par la République démocratique du Congo depuis des années. Et en fait, c'est une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Voilà. Et nous retenons, en tout cas, en gros, je retiens que la RDC doit tirer le maximum de ce partenariat. Oui. C'est vrai, parlons de ces expulsés, parlons de ces migrants. Vous aviez dit tantôt que parmi ces migrants, parmi ces demandeurs d'asile, il y en a qui sont taxés de contrebande, il y en a qui sont taxés de... Et est-ce que ce n'est pas un risque pour la RDC de recevoir ces personnes, d'autres avec des identités douteuses, avec tout ce qui est qualifié sur ces personnes-là, recevoir ces gens-là sur notre terre, est-ce que ce n'est pas un risque? Mais madame, déjà nous avons suivi que le premier lot n'est que composé de 15 migrants. Et on a également suivi que le deuxième lot sera composé de 120 migrants. Oui, mais parlons d'abord du premier lot que nous avons tous suivi, qui n'est composé que de 15 migrants. Et je ne vois pas en quoi 15 migrants pourront porter atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et déjà, vous verrez, parmi ces migrants, il y a par exemple le gouvernement colombien qui cherche déjà à rapatrier ses ressortissants. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous estimons que, personnellement, j'estime que ce n'est pas une menace pour la République démocratique du Congo. Et je pense que s'il arrivait que le gouvernement colombien retirait les siens, il n'en restera plus 15, donc ils seront moins de 15 en attendant d'autres lots. C'est-à-dire qu'on peut toutefois chercher à les contrôler, à les maîtriser, et puis en attendant l'évolution de la situation. Leur durée ici en RDC dépend des États-Unis, dépend de pays plutôt de ses ressortissants, ou ça dépend de qui? Oui, en fait, ici leur durée dépend à la fois de leur pays d'origine, mais aussi des États-Unis d'Amérique. Pas certains dont les dossiers sont en réexamen aux États-Unis d'Amérique pourront accepter d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Pour ceux dont les dossiers ne seront pas acceptés, seront contraints de retourner dans leur pays d'origine. Et il y a aussi certains, comme le cas de la Colombie par exemple, qui est déjà en train de réclamer ses ressortissants. C'est-à-dire, madame, vous savez que quelque part, vous voyez, tous ces migrants ne sont que, pour la plupart, ce sont des migrants économiques. Parce que nombreux sont ceux qui fuient leur pays d'origine pour des raisons économiques. C'est soit la pauvreté extrême, soit le chômage, ou encore des conditions sociales peu viables. Mais c'est aussi une occasion de responsabiliser tous ces pays à faible revenu. C'est-à-dire d'améliorer les conditions sociales dans leur pays. Donc ces pays ont l'obligation de renforcer leur capacité nationale. Premièrement, en renforçant leur économie, en la diversifiant, en propulsant tous les secteurs de l'activité économique, qu'il s'agisse du secteur primaire, du secteur secondaire, voire même du secteur tertiaire. Il faudra que ces pays puissent mobiliser des ressources propres, c'est-à-dire qu'en définissant des politiques fiscales qui pourraient leur permettre d'avoir suffisamment de moyens et subvenir aux besoins de leurs ressortissants. Vous comprenez, madame? Mais il faudra aussi qu'il y ait un investissement dans l'homme, par l'éducation et par la santé. Il faut aussi investir dans les infrastructures, c'est-à-dire construire des hôpitaux, construire des écoles, des centrales hydroélectriques, électrifier les pays. Il faudra aussi qu'il y ait amélioration de la gouvernance, lutter contre la fraude, la corruption, les détournements qui sont généralement les maux qui rongent les pays à faible revenu. Ce sont là, au fait, les options
qui permettront à tous ces pays d'avoir suffisamment de moyens pour prendre en charge les ressortissants et essayer de réduire cette pression migratoire vers d'autres pays. Vous comprenez, madame? C'est en fait la mauvaise politique de ces pays généralement à faible revenu qui pousse les ressortissants à immigrer vers d'autres pays considérés comme étant développés. Et justement, il y a une question qui circule aussi comme ça dans l'opinion, qui dit, il y en a qui se demandent, est-ce que ces ressortissants peuvent aussi se décider de rester au Congo? Et si il arrivait que certains se décidaient de rester ici au Congo, en entendant que pas de façon intermédiaire comme les accords l'ont stipulé, mais de façon permanente, puisque en entendant le pays de ses ressortissants, pas de signe, ou de l'autre côté, le dossier qui n'a pas été réexaminé et conclu aux États-Unis, un ressortissant ou un groupe de ressortissants se disent « bon, nous allons rester en RDC ». C'est quoi la procédure? Oui, madame, la République démocratique du Congo est membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc, elle a ratifié les instruments juridiques internationaux. Elle a ratifié la Convention de Genève et tous ces instruments juridiques internationaux. Et si ces migrants s'est décidé, par exemple, de demander l'asile en République démocratique du Congo, il n'y a pas de problème. Nous avons dans ces pays des Libanais, nous avons des Indiens, nous avons des Sénégalais, nous avons des Maliens. Il est simplement question de formaliser leur demande d'asile. Je ne vois pas en quoi cela peut être gênant ou d'ailleurs c'est respecter les engagements internationaux parce que la République démocratique du Congo est signataire de tous ces instruments juridiques internationaux. Ils vont vivre comme tous les autres expatriés qui vivent en République démocratique du Congo, tout en respectant les lois et règlements de la République démocratique du Congo. Et également sur le plan du droit international, comment se passera le traitement de leur dossier? Est-ce que le dossier bloqué encore aux États-Unis viendra ici au Congo pour être traité? Ou comment est-ce que ça se passe? Ou ça se passerait? Oui, cela dépend maintenant d'une personne à une autre. Celui qui estime qu'il peut vivre en République démocratique du Congo, il n'aura qu'à solliciter, par exemple, son droit d'asile, à exercer son droit d'asile ici en République démocratique du Congo. Et nous avons les institutions habilitées à cet effet. La Direction générale des migrations existe. Elle pourra analyser les dossiers de tout un chacun pour ceux qui veulent vivre en République démocratique du Congo. Et ces personnes-là vivront comme tous les autres expatriés que nous avons en République démocratique du Congo. Comment viennent vivre les Indiens ici? Comment vivent les Libanais? Comment vivent les Chinois et les restes? Donc, voilà, madame. Et en cela, la RDC aura maintenant la souveraineté d'accepter ou de refuser? Effectivement, ça c'est un droit souverain, c'est un droit régalé à tout État, comme se font tous les êtres étrangers qui sollicitent les rétablissements de la République démocratique du Congo. Cela est apprécié par la République démocratique du Congo. Il est simplement question de répondre aux exigences ou aux conditions requises. Donc si ces migrants répondent à ces conditions-là, je ne vois pas en quoi on pourra leur permettre l'établissement de la République démocratique du Congo. Et par rapport à ce deuxième lot qui va bientôt venir, le deuxième lot de ces migrants qui sera ici au Congo, est-ce qu'il y a des préalables à prendre en compte de la part du gouvernement? Parce que le premier lot de 15 seulement a défrayé la chronique. Est-ce qu'il y a des préalables à prendre de la part du gouvernement pour que les choses se passent cette fois peut-être de la bonne manière? Oui, bon, madame, d'abord, cet accord migratoire est pris en charge financièrement par les États-Unis d'Amérique. Okay. Et à ce stade, comme nous n'avons pas encore vu ce deuxième lot de migrants, je crois que veillons voir quand ils seront là et nous pourrons voir, ils seront au nombre de combien et où seront-ils logés. Et pour l'instant, discuter quelque chose que nous n'avons pas vu, je crois que cela me paraît moins prudent.
Ok, et justement par rapport à tous ces questionnements aussi pour le 15 qui sont déjà ici sur le sol congolais, leur logement, tout ce qui entoure leur présence ici au Congo est pris en charge par qui? Par les gouvernements américains, donc par les finances publiques américaines. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui prennent en charge tous ces migrants en attendant le traitement de leurs dossiers. Et alors, pour ceux, comme je vous l'ai dit tantôt, dont les demandes d'asile seront acceptées, ils vont retourner aux États-Unis. Par contre, ceux dont les demandes d'asile seront refusées seront rapatriés dans leur pays d'origine. Et puisque nous sommes en train de chuter avec notre émission, qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à ce sujet des migrants expulsés par les États-Unis qui sont ici au Congo? En un mot, pour peut-être les gens qui nous ont pris en cours. Moi, je crois que le gouvernement congolais a fait preuve de réalisme politique et de pragmatisme. C'est-à-dire que nous avons d'un côté les partenariats stratégiques avec les États-Unis d'Amérique, pouvant nous permettre de restaurer la paix en République démocratique du Congo et bénéficier d'un investissement massif dans plusieurs secteurs dont j'ai eu à vous énumérer ici, et à la relance économique aussi. Et de l'autre part, nous avons ces problèmes des migrants. Alors ici, le choix est très clair. Les États ne fonctionnent pas comme des humains. Et comme le disait Machiavel, l'État ressemble à un monstre froid qui n'a ni d'amis ni d'ennemis. L'État n'a que des intérêts à défendre. C'est-à-dire qu'il nous appartient maintenant de pouvoir tirer profit de cette diplomatie transactionnelle du président américain Donald Trump, en mettant aussi nos exigences sur la table et nous permet de tirer profit de ces partenariats stratégiques. C'est-à-dire que c'est une façon en fait, pour la République démocratique du Congo de s'aligner ou de renouveler encore son alliance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. En fait, c'est avantageux pour la République. Voilà. Merci beaucoup, M. Blaise Dibaya, d'avoir répondu à nos questions, aux questions de téléspectateurs par rapport à ce sujet qui défraie la chronique, la situation des migrants expulsés par les États-Unis qui sont ici en transit, comme on l'a si bien entendu, ici en RDC, mais qui vont par après regagner leur pays d'origine ou retourner aux États-Unis si le dossier serait accepté. Merci d'avoir été de nôtres et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester branchés sur le programme de Digital Congo Télévision. Au revoir.